Voilà. Comme je vous l'ai dit à l'introduction, nous allons commencer par une introduction générale sur l'électrotechnique. Qu'est-ce que l'électrotechnique? Quels sont ses domaines d'études? Et va suivre juste après un petit rappel sur tout ce que vous avez vu jusqu'ici en électricité, c'est-à-dire le cours de premier avec M. Vélenchenet, suivi du cours de deuxième avec M. De France. Donc, on va aller chercher là des informations qui pourraient vous être utiles dans le cadre de ce cours de base de l'électrotechnique. Mais avant toute chose, on va essayer de comprendre d'abord pourquoi est-ce que les constructeurs ou les électroniciens ont besoin d'un cours d'électrotech. Les électroniciens, ça c'est très évident. Par contre, les constructeurs se posent peut-être la question, pourquoi avons-nous besoin d'aller voir toutes ces machines et autres? Pour les constructeurs, déjà, il faudrait savoir que ce cours va vous donner une base sur les équipements que vous allez rencontrer dans votre profession future, donc sur des chantiers. Il va aussi vous ouvrir l'esprit et vous donner un œil assez critique et serein, surtout lors de vos échanges avec les autres acteurs du terrain. N'oubliez pas qu'avant tout, vous êtes ingénieur, ok? Vous n'êtes pas technicien. Donc, vous allez devoir avoir des réunions avec des autres acteurs du terrain et ce serait quand même un tout petit peu intéressant d'avoir une certaine connaissance, une culture générale dans les autres domaines, en fait. Pour les électroniciens, en fait, on va rester sur les mêmes objectifs, mais en plus de ce cours, en quatrième année, vous avez un cours sur l'électronique de puissance et le contrôle des machines. Et de toute façon, pour pouvoir commencer à contrôler des machines, il faut au préalable les avoir compris, ok? Avoir compris comment est-ce qu'elles fonctionnent, d'accord? Et qu'est-ce qui les constitue. Donc, ce cours pour vous est super intéressant parce que l'année prochaine, avec M. Kempley, vous allez directement commencer avec tout ce qui est électronique de puissance et comment est-ce qu'on contrôle ces machines. Donc, ça, c'était pour planter un tout petit peu le décor sur la question qui m'a été posée l'année passée par un de, de vos camarades. Alors, au sommet de ce cours, donc de cette courte introduction, en fait, nous allons d'abord préalablement définir l'électrotechnique. Nous allons développer le contenu de ce que nous allons voir tout au long de l'année. Nous allons présenter ça, entre autres. Les objectifs du cours, ainsi que les méthodes d'évaluation. Et enfin, quelques ouvrages pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la compréhension. OK? Alors, qu'est-ce que l'électrotechnique, entre autres? On va définir l'électrotechnique comme étant une spécialité consacrée à la production, la gestion et le transport de l'énergie électrique. C'est un domaine technique, en fait, qui va se rapporter à tous les dispositifs techniques utilisant l'énergie électrique par le biais des convertisseurs électriques. Par convertisseur électrique, on entend tout ce qui vous aide à convertir, par exemple, une tension peut-être continue en tension alternative ou tension continue en tension continue réglable, ce genre de trucs. OK? Quelques dates à titre d'information. OK? 3 dates vont nous marquer directement. En 1831, par exemple, ici, on a la découverte de Faraday sur le phénomène d'induction électromagnétique, dont les applications nous servent énormément et principalement dans tout ce qui est industrie électrique. En 71 ici, nous avons l'inventeur belge Graham qui a créé le premier générateur électrique pouvant être utilisé à grande échelle. En fait, c'est la dynamo. Ça, vous avez probablement entendu parler. Et cette dynamo, si elle est entraînée par une machine à vapeur, elle va produire du courant continu. Par contre, si elle est alimentée par un courant électrique, elle va pouvoir vous fournir une énergie mécanique, donc une force motrice, un couple, si vous voulez. OK? En 1899, ici, on a le premier véhicule électrique à pouvoir atteindre les 105 km/h. Ça, c'était vraiment un exploit à ce moment-là, parce que ce n'était pas une simple voiture, mais c'était la première voiture de course au monde, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle était équipée de 2 moteurs électriques. Et les 2 moteurs étaient placés à l'arrière, entre les roues. Et l'alimentation se faisait à ce moment-là par des batteries d'accumulateurs. OK? Et cette batterie d'accumulateur représentait à peu près la moitié de son poids, qui était de 1,5 tonnes. Ça pesait quand même à l'époque. Assez récemment,
On peut dire qu'il y a eu une grosse évolution du côté de l'électronique, hein, en particulier l'électronique de puissance autour des années 70, 1970. Et on va ainsi observer un réel changement dans la commande des machines électriques. Okay? Ça, c'est assez récent. L'électronique de puissance a vraiment eu un boom. Autre chose de récent ici qui peut être intéressant à parler, on a les machines d'essai qui petit à petit sont en train de disparaître, d'accord, au profit de machines asynchrones qui sont, elles, moins chères, ok, plus robustes aussi. Ceci fera l'objet de notre chapitre après le transformateur, donc le chapitre 3. Ok, donc, concernant tout ce qui est récent ou l'histoire, ça c'est à titre d'information pour pouvoir planter un tout petit peu le décor. Quels sont les domaines d'application de l'électrotechnique? De manière générale, quand on dit électrotechnique, on doit voir machine électrique, hein, ici. On doit voir installation électrique. On doit voir appareillage électrique. On doit voir électronique de puissance. On doit voir tout ce qui est fourniture, transport et distribution de l'électrotechnique. Ça, c'est des quatre grands domaines dans lesquels qui englobent en fait le terme électrotechnique. Sur le marché belge, par rapport à ces domaines, on a tout un ensemble d'acteurs qui se sont déjà fait un nom et qui se sont illustrés grandement. Par exemple, dans le domaine des machines ici, hein, vous avez comme fabricant le Roi Sommer, ABB Siemens, c'est des noms probablement que vous avez déjà entendus ou vous avez vu quelque part. Dans le domaine de tout ce qui est transport électrique, vous avez Elia, Electrabel et consorts. Électronique de puissance ici, Thales, Alstom, ça doit vous dire quelque chose. Et tout ce qui est appareillage, nous avons Legrand, Siemens, Schneider. Ça, c'est des fournisseurs que vous avez un peu partout. Vous avez la mention écrite sur des appareillages que vous avez probablement à la maison, chez vous. OK? Ça, c'est des acteurs que vous rencontrez sur le terrain. OK. Au niveau des applications, si on part des centrales électriques, par exemple, on dira que l'électricité est produite dans des centrales électriques. Ces centrales peuvent être thermiques, nucléaires, hydroélectriques, solaires, éoliennes maintenant, hein, parce qu'avec tout ce qui est énergie renouvelable, solaire, éolienne aussi. OK. Une fois produite, généralement c'est autour des 20 kV, cette tension doit être élevée. OK? Donc, on passe par des transfos, ça c'est le chapitre 2, pour pouvoir justement transporter cette énergie. Donc, on va élever la tension, les 20 kV vont passer à 400 kV pour pouvoir être transportés et ramenés vers vos domiciles ou vers des entreprises. OK? Mais entre la production et la distribution, vous avez l'intermédiaire tout au milieu, il y a tout un tas de postes d'interconnexion. C'est quoi un poste d'interconnexion? Vous avez peut-être déjà vu ça si vous prenez la route pour faire un long voyage. C'est de grandes, on va dire, c'est des mini-postes où plusieurs alimentations électriques se rejoignent. Ça peut être une alimentation électrique qui vient de plusieurs centrales du même pays pour pouvoir ainsi être dispatchée, ou ça peut être des alimentations électriques qui viennent de centrales d'autres pays, OK? De façon à ce qu'on a un certain équilibre régional, OK? Donc, ça, c'est au niveau de la production. Une fois que l'énergie est produite et distribuée chez vous, par exemple, elle arrive dans un coffret ou une armoire électrique, hein, OK? Et n'est pas autorisé tout le monde à ouvrir une armoire électrique, hein. Il faut avoir une certaine certification pour ouvrir ou manipuler n'importe quoi dans une armoire électrique, hein. Ce pourquoi vous allez entendre parler des BA4, BA5. Donc, si vous êtes dans une entreprise, probablement, on va vous demander de vous certifier BA4, BA5. Si vous devez, par exemple, être amené par votre activité à devoir ouvrir des coffrets électriques quelque part, OK? Donc, à la sortie de ces coffrets électriques, vous avez tout un ensemble d'équipements. Dans des entreprises, vous avez des machines ici. Et ces armoires électriques sont plutôt des coffrets électriques, hein, comme vous voyez ici dans vos domiciles. Ça, c'est plus ce que vous avez. OK?
Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir ainsi condenser tout un ensemble d'équipements, ce qu'on va appeler de l'appareillage électrique. Ça, c'est notre chapitre 7. Dans ces appareillages électriques, vous avez tous ces appareillages qui vont assurer les fonctions de commande, d'interruption, de protection et de sectionnement. OK? L'électrotechnique, avec l'électronique de puissance, se retrouve aussi largement dans le domaine de la traction. On va dire traction automobile ici, tout ce qui est véhicule électrique maintenant, et traction ferroviaire ici, hein, tout ce qui est tram, en fait, qui utilise de l'électricité, métro et autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies fossiles, hein, ici j'entends pas charbon, pétrole et gaz, vont rester indispensables pour le moment pour assurer le transport, la production d'électricité, le chauffage, le fonctionnement des usines, mais elles sont aussi la cause principale de tout ce qui est émission de CO2. Ça, vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. OK? Elles sont vastes, mais pas inépuisables. C'est pourquoi il faut déjà penser à une alternative. C'est ce que vous êtes en train de découvrir avec tout ce qui est véhicule électrique, petit à petit. OK? Et ceci, c'est aussi grâce au développement autour des moteurs, des batteries et le grand boom au niveau de l'électronique de puissance, comme je vous l'ai dit. OK? Un très gros avantage de la machine du moteur électrique, c'est qu'il a un rendement meilleur que le moteur thermique. Ça veut dire que le moteur essence ou le moteur diesel que vous utilisez dans vos voitures. OK? Bien, bien meilleur. Ça, vous l'avez peut-être pas. Ah non, ça, c'est les électromécaniciens qui ont un coup avec M. Van den Doren, où justement vous voyez cette différence au niveau des rendements. OK? Alors, rendement par exemple d'un moteur électrique, plus ou moins 70%, rendement d'un moteur thermique, 40%. Ça veut dire ce qui rentre, il n'y a que 40% qui en ressort. C'est ce que ça veut dire en fait. OK? Ou ce qui rentre, il n'y a que 70% qui en ressort. Donc le moteur électrique a un gros avantage. Voilà, je vais m'arrêter un instant. Alors, il y a encore des gens qui essaient d'entrer. OK. Excusez-moi juste un instant, tant que je... Très bien. Donc, alors, enfin, l'électrotechnique aussi va se retrouver dans le domaine spatial. Hein. L'utilisation toujours de l'électronique de puissance, dont les électroniciens sont gâtés, hein, avec électronique de puissance dans tous les sens, dans des environnements sévères. On va considérer que le spatial, c'est un environnement sévère, puisque la température, la pression, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut utiliser à ce moment d'autres types de semi-conducteurs. Ce n'est pas les semi-conducteurs conventionnels que vous connaissez, silicium simple, non, c'est des semi-conducteurs qu'on va dire semi-conducteurs à grand gap. Ici, vous avez quelques exemples. Par exemple, le carbure du silicium, le nitrure de gallium sont des semi-conducteurs à grand gap, ça veut dire à bande interdite large. C'est ce que ça veut dire. Et ici en Belgique, il y a l'entreprise Thales à Charleroi qui a un département de recherche et de développement qui œuvre notamment dans la construction des satellites. OK? Au niveau de la classification des machines électriques, hein, une machine électrique, en fait, c'est un dispositif électromécanique qui va vous permettre la conversion d'une énergie électrique en énergie mécanique ou vice-versa. OK? D'accord. Ce processus est réversible, comme je vous l'ai dit. On va distinguer deux types de machines électriques. On aura les machines électriques rotatives, donc en mouvement qui tournent, et des machines électriques statiques, par exemple. Pas statique ici, on va directement, on n'aura qu'un seul choix, le transformateur. Donc le transformateur, c'est une machine électrique, OK, mais qui est statique. C'est ce que l'on dirait. OK. Dans les machines électriques rotatives, on a encore subdivisé en différents types. On a des machines électriques AC, AC veut dire alternative current, ça veut dire courant alternatif, DC, direct current, ou des machines électriques spéciales, ça veut dire qui fonctionnent avec du DC ou de l'AC. D'accord?
on va en parler. Dans les machines AC, vous avez les machines à induction et les machines synchrones. Ça, c'est ce que vous avez, les deux types. Dans les machines à induction, vous en avez encore deux types. Ça, je vous laisse découvrir. On en reparlera en détail dans le chapitre concerné. Dans les machines synchrones, il y en a aussi deux types. Ça, on développera en détail. Dans les machines DC, vous avez des machines à excitation, ici, bobinées ou à aimant permanent. D'accord? Il faudrait savoir qu'il y a aussi eu un grand boom au niveau de la recherche autour des aimants. D'accord? Tout ce qui est aimant permanent. Donc, les aimants sont de plus en plus utilisés maintenant dans les moteurs. C'est pour ça que vous avez probablement entendu parler des moteurs brushless, moteurs synchrone à aimant permanent. OK? Ça, c'est des choses qui sont de plus en plus utilisées. OK? Enfin, comme machine spéciale, vous avez le moteur pas à pas ou le moteur universel. Et nous, on va s'intéresser uniquement au moteur pas à pas parce que c'est quelque chose que vous avez dans la vie de tous les jours. OK? Alors, pour pouvoir traiter justement la modification au niveau de la présentation de l'énergie électrique, on va utiliser des convertisseurs statiques. C'est des convertisseurs à semi-conducteurs. OK? Alors, on va distinguer ainsi des convertisseurs AC vers DC, AC vers DC, ou DC vers DC variable, OK? Ou AC vers DC et AC vers AC variable. Donc, il y a différents types de convertisseurs. Et c'est comme ça que, par exemple, pour passer de DC à DC variable, on va utiliser un HE. DC to DC converter, c'est encore un HE. OK? C'est un dispositif électronique constitué de semi-conducteurs, de capacités, de bobines qui vont vous permettre comme ça de pouvoir partir d'une tension continue fixe à une tension continue que vous pouvez régler. OK? Alors, pour pouvoir passer de l'AC vers le DC, ici, on aura besoin d'un redresseur. Ça, vous l'avez vu avec Monsieur de France quand vous avez étudié la diode. Si vous vous souvenez, quand on mettait une diode dans un circuit, alors cette diode avait pour avantage de pouvoir justement éliminer, par exemple, la calotte du dessous. D'accord? Et si on rajoute à ce circuit un condensateur, un filtre, on va ainsi diminuer l'ondulation de la tension et essayer de tendre de plus en plus vers quelque chose de continu. OK? Donc, pour passer de l'alternatif au continu, on va utiliser un redresseur. Pour passer du continu vers l'alternatif, là, vous utilisez un onduleur. OK? Et pour ça, vous avez tout un tas de dispositifs capables de le faire. OK? Dans nos laboratoires, en électrotechnique à l'ECAM, on utilise par exemple des variateurs pour gérer cela. OK? Et dans ces variateurs, vous avez justement des onduleurs. OK? Et enfin, pour passer de l'AC vers de l'AC variable, on va utiliser des cycloconverteurs. OK? Ça, c'est un tout petit peu pour vous donner une information générale sur des choses que vous connaissez déjà peut-être, mais pour restructurer bien et cadrer bien justement ces informations. Parce que de temps en temps, dans le cours, je vais vous dire, voilà, on en a parlé, vous vous souvenez, on a vu à tel endroit. Ça vous permet ainsi de pouvoir aller compléter justement l'information à l'endroit où il faudrait. Concernant le cours, le contenu du cours même, vous l'avez déjà vu au travers du listing qui est donné sur Teams, par exemple, ou même dans les slides que vous avez les 9 chapitres que nous allons aborder. Partant de l'introduction jusqu'à tout ce qui est installation électrique, vous avez à chaque fois divers chapitres et chaque chapitre fera l'office d'un cours, sauf ce cours qui prendra les 2 premiers chapitres qui sont en fait l'introduction. OK? Avec un peu plus de détails, je vais essayer de vous présenter ce que l'on va voir, pas sous forme de chapitre, mais sous forme de thème. Okay? Comme ça, ce sera un tout petit peu plus parlant pour vous. Vous n'avez pas ces slides-ci. Je vous ai donné les slides qui sont liés au cours. Ce que je vous montre, c'est plus lié à la présentation. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes ces images sont dans
dans les différents chapitres. Je suis juste allé les chercher. Donc, vous n'avez pas besoin de les avoir à ce sens. Alors, le premier thème que l'on va aborder, en fait, c'est les transformateurs. D'accord. Il faut savoir que les transformateurs, on les retrouve partout. Depuis la fourniture de l'électricité, c'est-à-dire à la sortie des centrales électriques, jusqu'à l'arrivée des villes, c'est-à-dire dans vos postes de distribution. OK? Alors, on les retrouve même dans les chantiers électriques de construction. Par exemple, ils vous aident à adapter ainsi le niveau de tension de l'éclairage électrique vers des niveaux plus sécurisés. OK? Ils sont vraiment dans notre quotidien. Vous les avez dans vos chargeurs, vous avez dans plusieurs applications électroniques. Donc, le transformateur, ce sera l'objet de notre premier cours, en fait, le chapitre 2. OK? Si nous allons rester, nous restons un tout petit peu dans les chantiers de construction. Une des machines que nous allons étudier par la suite se retrouve généralement utilisée sur des appareils de levage. Par exemple, ici, vous avez une grue. OK? Et sur cette grue, vous avez un moteur qui vous aide à gérer le levage. Et ce moteur, c'est le moteur asynchrone. D'accord? Ou encore le moteur à induction. Comment est-ce que ce moteur fonctionne? Que représentent les indications qu'il y a sur ce moteur? Comment est-ce que vous allez choisir ce moteur? Toutes ces informations, ça, vous les aurez dans ce chapitre. Ensuite, toujours dans un autre domaine, plus généralement réservé aux moteurs de petite taille, nous allons nous intéresser au fonctionnement d'un autre type de moteur qui est en voie de disparition, mais on va dire de renaissance sous une autre forme, si on veut. C'est le moteur à courant continu. D'accord? C'est le premier moteur à être inventé. Il est fort utilisé dans les applications électroniques. Donc, ce chapitre va concerner énormément les électroniciens. D'accord? Nous allons nous intéresser à ce moteur du fait, par exemple, que l'ECAM participe à une compétition qui s'appelle le robot. Et cette compétition-là fabrique un robot dont je vous expliquerai le contexte le moment venu. Et sur ce robot, les roues de ce robot sont gérées par ce type de moteur, le moteur DC. On va apprendre à son fonctionnement, de quoi est-ce qu'il est constitué, comment est-ce qu'on peut le régler en vitesse, en tension, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre, d'avoir un maximum d'informations sur ce moteur. Donc, ce chapitre est fort, doit être fort intéressant pour les électroniciens. OK, l'énergie que vous utilisez provient des centrales électriques. Tout part d'une transformation d'énergie mécanique en énergie électrique. D'accord? Cette transformation est effectuée par un autre type de moteur qui est appelé en fait l'alternateur. On va dire que c'est des moteurs synchrones en fait, mais qui fonctionnent en mode générateur. C'est pourquoi on dit que c'est un alternateur. Ce sera le chapitre le plus court, mais il va nous permettre de nous balader ainsi sur la constitution et la compréhension, par exemple, d'une centrale hydroélectrique, et ensuite sur le fonctionnement de l'alternateur ainsi que de sa mise en service, ce qui est intéressant parce que vous avez de l'électricité à la maison. Si tout le monde au même moment demande de l'énergie, est-ce que la centrale va suivre? Si la centrale ne suit pas, qu'est-ce qui se passe? C'est des questions qu'on va se poser. OK? Si vous avez un groupe électrogène à la maison, dans un groupe électrogène, vous avez ce type de moteur aussi. Vous avez un moteur, certes à induction, qui vous permet justement d'entraîner, contrairement ici à une centrale hydroélectrique où vous avez plutôt de l'eau qui va entraîner une roue. Okay? Dans un groupe électrogène, vous avez plutôt un moteur thermique qui va entraîner justement votre moteur et ainsi permettre d'avoir de l'énergie dans votre camping ou dans votre maison de campagne, par exemple. Okay? Avec justement le développement de l'électronique de puissance, comme je vous l'ai dit, on a une évolution dans l'un des types de moteurs qui est le moteur synchrone. OK? Et ce moteur synchrone vraiment est fort sollicité dans plusieurs applications où on souhaite précisément allier justement le dynamisme et le rendement, particulièrement la robotique, par exemple. Donc ici, nous allons nous intéresser au moteur synchrone à aimant permanent qui est fort développé entre-temps. Nous allons le comparer à d'autres types de moteurs
en particulier le moteur brushless qui est utilisé dans des petits robots, hein, qui est fort moins dynamique. Et nous allons ainsi vous permettre d'avoir justement un regard un peu plus critique sur ces deux machines, OK? Qui sont en fait les mêmes au fond. Alors, la dernière machine que l'on va étudier, en fait, c'est le moteur pas à pas. Ce moteur pas à pas, lui, se trouve dans tout ce que vous voyez là. Vous l'avez dans votre photocopieur, vous l'avez dans tout ce qui est imprimante 3D. Donc, on va aussi s'intéresser à ça. Comment fonctionne ce moteur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? OK? Pourquoi on n'en parle pas beaucoup? Ça, on va découvrir ce jour-là. OK? Et là, on aura terminé la première partie en fait de ce cours qui est consacré aux machines. Et nous allons entrer ensuite dans la seconde partie qui sera consacrée à tout ce qui est installation électrique, dont les constructeurs là sont fort intéressés. Nous allons commencer par décrire dans un premier temps le réseau électrique depuis la source, c'est-à-dire depuis la centrale ici, jusqu'à votre habitation. Qu'est-ce qu'il y a en chemin? D'accord? Nous allons nous intéresser aux différents acteurs du marché. Quels sont les acteurs belges qui sont concernés? Qui fait quoi à l'intérieur? Vous entendez parler de Elia, de Ores, de Cybergaz, mais que sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Donc, dans cette partie, je vais vous expliquer clairement qui fait quoi, à quel pourcentage. OK? Je vais aussi vous expliquer de quoi est constituée votre facture électrique, quels sont les éléments pertinents à y retenir et comment peut-être calculer votre électricité. OK? Une fois que l'électricité arrive chez vous, l'électricité probablement passe par votre compteur électrique. On appelle ça votre tableau de comptage. Donc, vous avez votre tableau de comptage et vous avez ici votre coffret électrique. D'accord? Quelle est la norme qui va prescrire justement l'établissement de votre coffret électrique, des différents circuits qu'il y a à l'intérieur, la section des câbles qu'il y a dans votre coffret. Comment est-ce qu'on choisit ces câbles? Quelle est la différence qu'il y a entre une installation encastrée et une installation apparente? Toutes ces réponses seront données dans cette partie ou dans ce chapitre. OK? Vous avez dans certaines autres installations des mini coffrets un peu plus conséquents. OK? Qu'est-ce qui se cache dans ces coffrets? C'est idem que le slide précédent. Comment fonctionnent les appareils qui sont dans ces coffrets, hein? En particulier, c'est des appareils de protection le plus souvent. OK? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? On va s'intéresser un tout petit peu à ça aussi. Nous allons nous intéresser aussi aux installations temporaires. Vous qui allez sur les chantiers, vous avez besoin d'électricité. Alors, que faire? À qui s'adresser? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Comment est constitué le coffret électrique? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce que la norme prévoit? Toutes ces informations aussi, ça, je vous les donne dans le chapitre concerné sur la partie 2, qui est la partie installation électrique. Okay. Ceux qui sont sur des chantiers, ce n'est pas que sur des chantiers, hein, même dans votre domicile, il peut arriver que vous entrez en choc. C'est ce qu'on appelle choc électrique. Vous touchez un équipement, pap, vous recevez une décharge. Ça, c'est un choc électrique. Alors, comment est-ce que ça apparaît? Qu'est-ce qui est la cause? Comment est-ce qu'on s'en protège? À quel moment ça commence à devenir dangereux? OK? Ça, c'est le sujet que nous allons voir toujours dans le cadre de la deuxième partie pour nous permettre de vraiment comprendre qu'est-ce qui est autorisé, quels sont les niveaux, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment contourner et comment mieux se protéger. Parce que ça, c'est super important, la sécurité avant tout. Nous allons terminer alors la deuxième partie par deux applications. La première application va concerner les étudiants constructeurs, hein, c'est pour tout le monde, mais plus intéresser les étudiants constructeurs parce que c'est une centrale à béton. Comment est-ce que ça fonctionne? Moi, je vais m'intéresser en particulier sur l'aspect électrique. Hein. Je ne m'intéresse pas à comment le béton est fabriqué. Non, ça, je crois que vous avez des cours plus appropriés. Je m'intéresse spécialement à l'aspect électrique, uniquement. D'accord? Comment est-ce que l'électricité arrive? L'électricité passe par où? Quels sont les équipements concernés? Comment peut être gérée l'automatisation d'une centrale à béton? Si vous ouvrez, vous prenez par exemple les plans électriques d'une centrale à béton, qu'est-ce qui peut attirer votre attention? Donc l'idée ici, c'est juste de vous donner voilà, des idées générales sur cela. OK? Et d'un autre côté, pour les électroniciens, nous allons nous intéresser à un data center.
OK? Comment arrive l'énergie électrique? Pourquoi dans un data center, on est obligé d'avoir 2 lignes, 2 alimentations différentes? Et si on en avait une, pourquoi on est obligé de fonctionner en redondance? OK? Tout ça, je vous donne. Informations qui sont beaucoup plus liées à l'aspect électrique. Donc, je ne vais pas m'intéresser à tout ce qui est information, hein? Non. Sauvegarde d'informations, non. Ce n'est pas le coût approprié. Je vais non plus m'intéresser à tout ce qui est climatisation, parce que c'est aussi un aspect très important dans tout ce qui est data center, mais uniquement à l'aspect électrique. OK? J'irai piocher comme ça des informations électriques que j'aimerais bien vous partager, développer avec vous ou vous présenter parce que c'est intéressant. C'est des choses qui doivent être mises sous le compte de culture générale. Et ces éléments peuvent tout aussi bien intéresser les constructeurs. Donc, ne dites pas après que oui, mais c'est beaucoup plus pour les électroniciens. Non. Tout a été choisi de façon à ce que ça reste assez généraliste pour être intéressant pour tout le monde. OK? Donc, voilà en quelque sorte la présentation de ce que nous allons voir, de ce qui se cache dans les différents chapitres que vous avez dans vos notes. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Pas de questions? Très bien. Mais vous m'entendez toujours, hein? Parce que c'est tellement silencieux que à certains moments, on a peut-être peur qu'on est tout seul. Vous m'entendez tous? Très bien. Merci, Elliot. Très bien, merci. Voilà. Là, je sais que je ne suis pas seul. Hein. Vous pourrez toujours dire un coucou hein, en passant, parce que ça permet toujours de voir qu'on n'est pas seul. Bien. Alors, on va continuer par tout ce qui se trouve sur Claco. Quelles sont les informations qu'il y a sur Claco hein? Sur Claco, vous avez dans l'UE, Fundamentals of Electrical Engineering, vous avez des dossiers. OK? Les différents dossiers sont présentés ici. Vous avez un dossier courses. Courses ici, c'est là où je mets tous les intitulés de cours. Donc, vous avez ici tous les slides de cours en PDF. Ici, vous avez le slide d'exercice. Je vous conseille vraiment à vous y mettre tôt. N'attendez pas la fin pour entrer là. Hein. Commencez à chipoter à gauche, à droite. Parce que d'office à l'examen, vous avez des exercices. Ça, c'est sûr, vous avez 10 exercices au moins. Ça dépend, ou 2 ou 3 exercices. Ça dépend de la forme de l'examen. Vous aurez dans ce dossier un QCM. QCM, ça veut dire que je vais vous mettre là des QCM de ce style-ci hein, pour vous préparer, pour vous aider un peu à réviser les cours. Ça, je ne les ai pas encore mis. Ça, je vais mettre. Donc, vous aurez ainsi des QCM sur tous les chapitres pour vous aider un peu à voir comment les questions sont posées. Parce que, bon, voilà, c'est pour vous aider un peu à vous préparer et à prendre la main. Enfin, vous avez un dossier forum. Dans le forum, vous posez des questions, je réponds ou une autre personne répond. N'hésitez pas. N'attendez pas 2 jours de l'examen parce que le forum, lui, il est fermé. D'accord? N'attendez pas à ce moment parce que moi, je ne répondrai pas d'un et de toute façon, le forum sera fermé à ce moment. Il n'y aura plus d'activité. Vous posez les questions avant. Le cours se comprend maintenant. Vous faites vos notes maintenant. OK? Vous avez 2 mois. Prenez ça au sérieux. Mettez-vous à fond. Essayez de prendre un maximum de notes et essayez de faire tous vos exercices, si possible, dans ces 2 mois et vous irez après en stage. Parce qu'après, quand vous revenez, en juin, tout ça c'est oublié. Hein. Et croyez-moi, c'est pas évident de se plonger et commencer à fouiller le cours avec tout ce qui est écrit déjà en anglais d'un et de deux en des termes techniques. Donc, je vous déconseille vraiment de remettre ça à côté, sinon ça va pas aller. OK? Très bien. Autre chose, sur Teams, en fait, qu'est-ce que j'ai mis? Si vous regardez sur Teams, vous avez tous vu que j'ai déjà ici planifié hein, les différents channels en fonction des dates. Hein. Donc, pour chaque cours, vous aurez directement ici, voilà, là où il faudra aller. Et chaque cours sera enregistré, uniquement la partie cours, hein, pas la partie exercice. Donc, vous aurez les informations qu'il vous faudrait à l'endroit qu'il vous faut. Donc, si vous voulez trouver le cours enregistré, soit vous vous plongez dans la conversation pour retrouver. Mais normalement, je vais vous mettre ça dans le canal général ici. J'ai créé un onglet Streams où je mettrai tous les vidéos de cours. Dans le canal général ici,
Si vous allez dans le canal général, normalement, vous avez un onglet. Ça, je vais vous montrer ça. Ici. Donc, si vous allez là, ici, dans le canal général, ici, normalement, vous avez ça. Fundamentals of Electrical Engineering ici. Et là, normalement, vous avez toutes les vidéos. OK? Toutes les vidéos qui concernent ce cours. Pour le moment, je vous ai mis une vidéo déjà en passant là, mais toutes les vidéos, tous les enregistrements seront mis là. D'accord? Tous les enregistrements de cours seront mis ici. Ensuite, autre chose, toujours dans le canal de chaque cours, vu que dans ce cours, on aura de temps en temps de mini-vidéos à visionner, hein, okay, pour vous permettre de mieux comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, parce qu'il y en a qui ne sont pas évidents. Par exemple, dans le chapitre d'aujourd'hui, je vous ai mis ici, si vous voyez, si vous allez voir que vous avez 2 vidéos déjà. C'est les 2 vidéos qui vont nous intéresser à un moment précis. Dans un moment précis, je vais vous dire, voilà, allez cliquer là et visionnez cette vidéo pendant 3-4 minutes. OK? Cette vidéo complète les informations concernant le cours. OK? Oui, Romain, j'ai bloqué les micros. Donc, vous pouvez juste écrire. Si vous voulez communiquer, vous écrivez. Les micros sont bloqués. OK? J'ouvre les micros que si c'est nécessaire. Donc, si c'est des questions, vous posez par écrit et dans les explications, je reviendrai sur vos questions une fois que je les verrai. Ça me permet ainsi d'avancer au même moment que vous. D'accord? Donc, si vous allez voir sur chaque canal, hein, dans chaque canal, vous avez ici, par exemple, une vidéo ici qui est prévue. Si vous avez sur le canal du moteur, vous avez ici 2 vidéos prévues. Canal ici, vous avez 2 vidéos, donc ainsi de suite. Vous avez ainsi des vidéos qui seront prévues pour vous permettre ainsi de pouvoir visionner facilement et depuis chez vous. Donc, vous pouvez même déjà aller voir ce qu'il en est. OK. Colin, on n'a pas accès à toutes les vidéos. Ah bon? C'est vrai ça? Qu'est-ce que ça dit, Colin? Ça, c'est bizarre. Il y a un message ou c'est juste bloqué? Tu vois quand même la vidéo? Ah oui, oui, pour celle-là, oui. Celle-là, je comprends. Ça, je vais débloquer. Ça, il n'y a pas de souci. Celle-là, d'accord. Mais les autres, ça devrait aller. Je crois que c'est la seule qui est bloquée. Je comprends pourquoi. Je crois que c'est la seule qui est bloquée. Mais ça, je vais remédier à ça. Normalement, les autres vidéos, ça devrait aller. Nickel. Merci, Emmanuel. Les autres vidéos, normalement, c'est des mini-vidéos qui sont sur YouTube. Exactement. Donc, ça devrait aller. OK? C'est des vidéos complémentaires au cours. Donc, à certains moments dans le cours, je projette, si nous étions en auditoire, je vous projette une vidéo pour compléter ce que je viens d'expliquer, pour vous montrer en plus détail ce que je viens d'expliquer. D'où l'idée des vidéos. Donc, ici, ça va être pas évident de projeter une vidéo comme ça sur Teams, donc je préfère toutefois quand même prévoir au cas où, voilà, ça bug, un lien direct où vous pouvez vous-même aller voir. Donc, c'est déjà prévu, comme ça vous savez. Idem pour le cours, si vous voyez une vidéo dans le cours, théoriquement, cette vidéo est déjà dans son Teams prévu. Très bien, donc ça concerne le Teams, comment le Teams a été organisé. Alors, au niveau des objectifs de l'évaluation, hein, l'objectif et l'évaluation du cours, vous avez vu dans les Bibles ici, en fait, que le cours va vous donner des notions de base. Donc, l'idée, c'est vraiment être très basique. C'est pourquoi c'est des cours de machine où on vous donne pas beaucoup de formules. Vous avez quelques formules, mais vraiment très basiques. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir utiliser justement ces formules. Les slides sont en anglais, le cours est dispensé en français cette année encore. Au niveau des acquis d'apprentissage, c'est ces acquis qui seront évalués. Donc, vous voyez que les 2 premiers acquis, c'est l'étudiant résout. Donc, vous allez devoir résoudre à l'examen des exercices sur les machines ou des exercices sur et des exercices sur des installations électriques. Donc, vous aurez des exercices à résoudre. OK? Vous aurez
dans l'acquis 3, l'étudiant démontre sous forme de QCM. Donc, vous aurez un QCM, généralement 5 questions, où je juge de vos connaissances théoriques de la matière. Et vous devez argumenter et justifier maintenant sous forme de questions ouvertes courtes, généralement 5 aussi. Donc, vous aurez 5 questions ouvertes sur ces connaissances théoriques. Donc, 5 QCM, 5 questions ouvertes et des exercices qui seront aussi bien des exercices sur des machines et des exercices sur tout ce qui est installation électrique parce qu'on en verra. L'examen est en français. C'est un examen écrit cette année encore. OK? L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut passer en oral. Parce que, voilà, c'est l'idée. Mais cette année, l'examen reste un écrit. OK? Au niveau de la pondération, la partie machine va compter pour 60% des points, donc pour 12 points, et la partie installation pour 8 points. Donc, les exercices seront organisés de façon à ce que tout ce qui est relatif aux machines, ce sera un total de 12 points, et tout ce qui va concerner l'installation électrique, un total de 8 points. Okay? C'est la même pondération au niveau des cours, parce qu'on aura 4 cours sur les machines et 3 cours sur les installations. D'accord? C'est pour essayer de rester toutefois équilibré. À quoi va ressembler votre examen? Je mettrai ça à disposition, donc ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, vous aurez une première version. Dans une première version, vous pourrez avoir 5 questions, 5 QCM. Dans les 5 QCM, aussi bien des QCM sur l'installation que sur les machines. 5 questions ouvertes, aussi bien des questions en installation que sur les machines. Et vous pourrez avoir ainsi 2 exercices, 2 gros exercices, c'est-à-dire un exercice sur les machines et un exercice sur les installations. Ça sera 2 gros exercices. Ça, c'est, par exemple, ça c'était la formule de l'année passée. OK? Ça, c'est une première version. La deuxième version de l'examen, vous pourrez avoir les 2 premiers restent inchangés, c'est-à-dire 5 QCM, 5 questions ouvertes. Mais par contre, au niveau des exercices, vous pourrez avoir plutôt 10 petits exercices. OK? Exactement ce que j'ai fait l'année passée lorsque j'ai dû interroger à distance. OK? Mais cette fois-ci, je transporte ça sur un format papier. OK? Pour le moment, l'examen est en écrit à l'ECAM, si la situation nous le permet. Si la situation ne le permet pas, on va trouver une formule pour mettre l'examen à distance en gardant justement au mieux ce qui a été dit maintenant. Au mieux. D'accord? Je ne vais pas vous poser des questions que vous allez ouvrir le cours et aller copier la formule. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver une formule où vous pourrez passer votre examen si on est obligé de faire un examen à distance, quand même dans des conditions qui permettent d'évaluer ceux qui ont étudié. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre les 2 versions sur Claco. Je vais décider de quelle version sera finalement celle que l'on va faire entre-temps. Hein. Je vous donnerai l'information plus tard à la fin du cours, je crois. Donc, d'ici fin mars, on se sépare. Je vous donnerai quelle est la version qu'on va utiliser cette année. D'accord? Soit 10 petits exercices, soit 2 gros exercices. D'accord? Bien. Alors, autre chose. Un bonus. J'ai pour habitude dans mes cours de donner des bonus. L'année passée, il y en a qui ont eu des bonus. Il y en a qui ont profité. Ça en a aidé beaucoup. Mais il y en a malheureusement qui n'ont pas su en profiter. Ce bonus probablement a des contraintes. Il ne faudrait pas essayer de jouer au petit malin. Si vous jouez au petit malin, je vous raie totalement de ça. Donc, ça ne sert à rien de continuer à jouer. Si je vois que vous jouez au petit malin. Donc, en quoi est-ce qu'il consiste? Vous aurez des questions. Ça peut être une activité, ça peut être une question, un jeu oral, c'est-à-dire je me connecte avec une série de personnes, j'ouvre le micro et je discute avec eux sur un point précis, du coup, s'ils sont d'accord, bien sûr. Donc, soit c'est d'un QCM, soit c'est des exercices que je vous donne. Voilà. C'est plus dense en auditoire parce que ça vous permet de varier d'activités. Malheureusement, nous sommes à distance. Il est difficile de quantifier beaucoup de choses. Donc, pour le moment, on va travailler en QCM et peut-être en discussion orale. Ça, je verrai. OK? Donc, c'est des questions qui sont liées
sur le cours que l'on a fait précédemment ou des bases. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, vous aurez un QCM. Juste après cette présentation-ci, d'ici 5 minutes, vous aurez un premier QCM de 3 petites questions. OK? Vous n'êtes pas obligé de jouer. Cependant, il y a des conditions. Alors, comme je disais, vous n'êtes pas obligé, non mandatory, bon, pas obligatoire. Ça va? On va utiliser Claco ou Microsoft Form. Donc, je vais vous donner des liens à des moments précis en vous disant très bien, on va utiliser ça ou ça pour pouvoir ainsi jouer. D'accord? Ça dépendra du jour. Le QCM, le jeu ne se fera pas forcément au début. Il peut se faire en milieu ou à la fin. D'accord? Donc, ne dites pas qu'il se fera, ne pensez pas que je vais toujours le faire au début du cours. Non, je peux carrément le faire à la fin du cours. Donc, à la fin, après la séance d'exercice. OK? Je le fais en fait quand je trouve voilà, judicieux de le faire. Ça va? Il y aura 9 sessions. Et au total, on aura un total de 45 questions. OK? 9 sessions pour un total de 45 questions. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une séance, comme aujourd'hui, il y a un module, la semaine vendredi, il y a un module, vendredi d'après un module d'office. À moins qu'il y ait vraiment un problème, il y a normalement un module. D'accord? Et maintenant, le nombre de questions par module varie. Aujourd'hui, il y en a 3. La semaine prochaine, je ne sais pas. Peut-être il y en aura 10. Peut-être il y en aura 1. Ça dépend. D'accord? Alors, si c'est un QCM ou une activité, si c'est une activité, je dirais par exemple, très bien, on va ouvrir par exemple les micros et je vais choisir parmi ceux qui veulent postuler 3 personnes. La question que je vais poser compte pour 3 points, donc pour 3 questions. Si vous réussissez, si vous acceptez de jouer, ça veut dire si vous réussissez à la question, je vous donne 3 points. Donc, c'est comme si vous avez réussi 3 questions. Mais si vous ratez, je vous enlève la moitié, 1,5 point. C'est idem avec les QCM. Si vous mettez, vous cochez que la réponse est bonne, vous cochez. En fait, si vous choisissez une bonne réponse, vous avez 1 point. Mais si c'est une mauvaise réponse, vous avez moins demi. OK? Il y a des conditions. Vous êtes obligé de participer au moins à 7 des 9 modules. C'est-à-dire, dans les listes, je dois vraiment voir votre nom au moins sur 7 participations. Si vous n'avez fait que 6, malheureusement, je ne peux pas décompter vos points. Pour moi, c'est insuffisant. 6, ça veut dire que la participation, pour moi, est faible. La participation est faible, je ne peux pas décompter vos points. Donc, tout ce que vous avez gagné dans l'eau. Ça va? Le nombre de questions, le type de questions sont spécifiés au début du test. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, on a 3 questions, ça je vous le dis aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on aura la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est des questions ou c'est une autre activité. Ça, je vous le dis le jour même, juste au début. Donc, vous êtes libre de dire je ne participe pas. Mais si vous cliquez à un QCM, d'office, votre nom apparaît dans ma liste. Même si vous n'avez pas répondu aux questions, je vous mets moins le nombre de questions parce que vous avez participé. Donc, l'idée, c'est de justement ne pas dire je vais voir les questions, ça ne m'intéresse pas, c'est trop dur, je ne réponds pas. Non. Pourquoi est-ce que j'ai choisi 7 modules sur 9? Tout simplement parce que je suppose qu'il y a des étudiants. L'année passée, j'avais justement cette plainte-là. J'ai des étudiants qui sont en conflit. Il y a des étudiants de 4e, de 3e. Il y en a qui sont en conflit. Horaire. Bon, je leur laisse une petite chance. Ils essaient de jongler comme ils peuvent, mais il faut participer au moins à 7 pour que vos points soient pris en compte. En espérant que vous n'avez pas moins 50 ou moins 40. Donc ça, il faut vraiment bien juger avant de répondre aux questions. Vous êtes obligé de répondre aux questions. Donc, il n'y a pas de questions blanches, il n'y a pas de je passe. Vous êtes obligé. Si vous avez une question devant vous, vous êtes obligé de la répondre. Si vous ne répondez pas, de toute façon, vous ne savez pas passer, si c'est un QCM. Si c'est une question que je vous pose en live, si vous ne répondez pas, pour moi, c'est moins la moitié des points qui étaient alloués à ça. Donc, ça va? Vous avez à ce moment 7 possibilités sur les 9 de participer. Donc, si vraiment
ça ne vous intéresse pas, vous ne participez pas. Si vous n'êtes pas très, très chaud, vous ne sentez pas la matière, vous ne participez pas. Cependant, vous ne savez pas combien de questions, parce qu'il y a des tests où vous aurez 10 questions. Donc, boum, vous aurez perdu 10 questions. Donc, vous êtes en train de jouer que sur 35 points, 35 questions maintenant. D'accord? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vais vous montrer je vais vous montrer les trucs. Il y en a beaucoup. Ne vous inquiétez pas, les questions ne sont pas compliquées, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop même. OK? C'est pourquoi je dis ici les conditions. Ça va? Il n'y a pas moyen de retourner en arrière. Ça veut dire, une fois que vous avez commencé le test, vous ne savez pas dire, ah oui, je vais rentrer voir la question d'après. Non. Si vous avez répondu à une question, vous avancez. Il n'y a pas moyen de retourner en arrière. Vous avancez seulement. Parce que vous avez un timing. Et chaque, par exemple, aujourd'hui, vous avez 4 minutes pour 3 questions. Donc, vous avez juste le temps de lire la question et de cocher la réponse. Je ne vous demande pas d'aller fouiller à gauche, à droite. Le temps est réduit justement pour vous permettre, pour que ça reste le jeu. Je ne suis pas là pour que vous allez ouvrir vos cours, fouiller. Ça, ce n'est pas l'objectif. Si c'est ça, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est de justement favoriser ceux qui ont pris la peine de lire, ceux qui ont pris la peine de se préparer un peu, ceux qui ont pris la peine, qui suivent le cours en permanence et qui sont réguliers et à la ligne, à la page, pardon. Ceux-là, face à ces questions, théoriquement, devraient pouvoir répondre facilement. Donc, ils ne devraient pas avoir de problème. Mais ceux qui veulent plutôt le temps pour aller fouiller dans le cours en disant oui, mais telle question dans le cours, ça ressemble à ça, ça ne va pas. OK? Il n'y a aucune justification acceptée. C'est un bonus. C'est-à-dire, oui, mais monsieur, quand j'ai commencé ma connexion, mon ordinateur, ça, ce n'est pas mon problème. C'est un bonus. C'est que du plus. Donc, je ne peux pas gérer cela. Ce n'est pas possible. D'accord? Vous vous arrangez à être dans des conditions qu'il faut. Si le sort n'a pas voulu que, boum, à ce moment, c'est votre disjoncteur qui a sauté, ben, je ne sais rien faire. Je ne vais pas faire des questions que pour vous. C'est un bonus. Si déjà même pour un examen, on ne fait pas, ce n'est pas le bonus que je vais me casser la tête. C'est un bonus. Donc, arrangez-vous pour être comme il faut, quand il faut. OK? Aussi simple que ça. Alors, autre élément. Alors, qu'est-ce qu'on gagne concrètement? Vu que les questions seront tellement faciles, hein, vraiment faciles, hein, c'est cadeau, parce que j'aime donner des cadeaux, pour ceux qui me connaissent, c'est cadeau. Alors, si vous avez 15 bonnes réponses sur les 45 qui vous seront données au cours de l'année, et vous avez un demi-point en plus. C'est beaucoup, hein, ça sauve. Hein, et croyez-moi, ça en a sauvé beaucoup. Beaucoup, ce demi-point. Si vous pouvez savoir, ils peuvent vous le dire. Hein, faites un tour en quatrième, ils vous diront, ou ceux qui ont réussi. Si vous avez entre 16 et 25 bonnes réponses, vous avez un point. Compris. Ça veut dire 16 inclus, 25 inclus. Si vous avez entre 26 et 35, 1,5. Cadeau. Ça veut dire que vous partez comme ça à l'examen avec déjà un point et demi. Vous imaginez, c'est beaucoup. Hein? Si vous avez entre 36 et 42 questions, 2. Si vous avez entre 43 et 45, 2,5. OK? N'oubliez pas que vous avez moins demi-point par mauvaise réponse. Si je vous vois connecté et qu'il y a un truc qui s'est passé, même si je ne vois pas de point, mais je vous ai vu connecté, ben je vous mets moins le nombre de questions. D'accord? Donc, organisez-vous pour que ce soit correctement fait. Alors, vous gagnez au total 2,5 pour ceux qui ont vraiment mis le paquet. Ça veut dire qu'il faut s'y mettre dès le début. Il ne faut pas attendre. Parce que l'année passée, ce qui a créé problème, c'est que les étudiants s'y sont mis. Il y a beaucoup qui se sont réveillés après, en fait. OK? Mais donc, vous pouvez enlever... Non, justement, Milena, il n'y a pas de négatif. Vous avez des moins. Ça veut dire que vous avez 0, en fait. Vous ne perdez rien puisque c'est bonus. Bonus veut dire que vous ne perdez rien. D'accord? Je ne peux pas vous enlever des points par rapport à l'examen maintenant, je n'ai pas le droit.
Légalement, je n'ai même pas le droit. Mais j'ai le droit de vous donner des points cadeaux. C'est ce que je fais. D'accord? Au pire des cas, vous en sortez avec moins 45 points. Non, moins 22 ou 23. Ça va. Vous avez essayé. Vous avez eu que moins 22. Vous n'avez pas de bonus. Vous n'avez rien gagné. C'est tout. Ça, c'est le pire des cas. Ça fait 0. Vous n'avez rien. Moi, je mettrais juste 0 à côté. Mais ça ne sert à rien aussi de participer à 5 tests et vous avez déjà 14 points. Mais votre 14 points veut dire que vous avez déjà 15 points, 15 bonnes réponses. Vous avez participé, disons, à 5 modules. Vous avez 15 bonnes réponses. Donc, vous avez déjà le demi-point, mais ce n'est que 5 modules. Moi, j'en veux 7. Si je ne vous vois pas sur 7, voilà. Malheureusement, vous ne saurez pas vos points. Donc, vous ne savez pas ce que vous gagnez. Vous ne savez pas combien de points vous avez déjà en cours de route. Vous saurez tout ça à la fin. C'est à la fin que je vous donne les résultats. Je dis, voilà, Milena, par exemple, premier test, 2 bonnes réponses, troisième test, 3, 4, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, donc un total de 14 bonnes réponses, dont 0 point. OK? Ça se fait à la fin. Et cette fin, c'est le dernier jour, le jour où on a la dernière séance. Soit je le fais le jour même, soit je le fais dans la soirée, comme je l'ai fait l'année passée. Donc, ne m'envoyez pas des mails en me disant que vous étiez là, vous n'étiez pas là. Non. C'est le bonus. Donc, ne me cassez pas la tête avec ça. OK? Parce qu'il y en a après qui sont venus m'expliquer comment c'était normal, c'était pas normal, il fallait. Non, ça ne va pas. C'est un bonus. Vous n'êtes pas obligé de participer. Voilà. Si ça vous. C'est 2-3 minutes du coup. Voilà. Théoriquement, je fais ça en séance pour changer, pour créer un autre dynamisme dans le cours, pour vous permettre de voir les choses autrement, pour vous rendre compte que les étudiants, votre voisin est en avance sur vous, qu'il a quand même compris des choses, et même pour permettre à votre voisin, lui, de vous expliquer le cours, parce que c'était aussi l'objectif. D'accord? Parce que l'année passée, il y a des activités que vous faisiez à 3 pour gagner 5 points, pas 5 questions en fait, des activités que vous faisiez seul, vous faisiez à 2, etc. OK? Je créais vraiment cette harmonie, il le fallait, pour vous permettre d'avancer. Mais cette année, malheureusement, on est à distance. Chacun est derrière un PC. Voilà, on ne se voit pas. C'est dommage. Donc, on va faire ça comme ça. Pas le choix. Cependant, la petite cerise qui est là, hein, parce qu'il faut toujours des cerises, c'est que en fait, votre bonus n'est valable qu'en juin et en août. Donc, si vous ne réussissez pas cette UEC, hein, cette année, ben, c'est 0. Si vous avez eu 1,5 point et que malgré ça, vous n'avez pas pu réussir, je ne sais rien faire, malheureusement. OK? Ça veut dire que le point n'est pas. Je ne reporte pas le point l'année prochaine, quoi. Donc, je ne suis pas là pour porter des points bonus d'année en année. Et puis voilà, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est uniquement valable en juin et en août. Donc, juin de cette année et au pire des cas, si vous repassez en septembre, on reporte ça à ce moment-là. OK? C'est clair pour vous? Plus ou moins, parce que ça ne peut pas, ce n'est pas nettement au dernier cours, Edouard, c'est le soir du dernier cours. Je vous envoie un mail généralement le jour où j'ai cours avec vous, c'est un vendredi, et dans la soirée de ce vendredi, puisque ce jour-là, on a un test. On a un dernier test ce jour, théoriquement, puisqu'il y a 9 tests et puisqu'on a 9 cours. On a un dernier test ce jour-là, donc je ne sais pas quantifier puisque je suis avec vous en train de donner cours, donc je vous envoie le mail le soir avec qui a le bonus, qui a combien ou pas, c'est tout. Donc, vous avez une liste avec vos matricules et chacun va juste regarder combien il a eu. À quoi correspond? Le moins de demi-point, ça veut dire que si la réponse est fausse, Maxime, je vais te poser une question. Je pose une question, par exemple, quelle est la surface de? OK, je mets 4 réponses. Tu coches une mauvaise réponse, tu as moins demi-point. Et le moins demi-point, en fait, rentre dans ta cagnotte. Donc, ça veut dire que si tu as trouvé une bonne réponse, avec la mauvaise réponse, ça te fait 0. Donc, il faut être investi dans ça. C'est ça le problème. C'est qu'il ne faudrait pas juste gagner des points. Les questions, ça veut dire quoi individuel? Vous recevez les questions chez vous, hein? Il n'y a pas d'individuel, Emmanuel.
Parfait, merci. Vous recevez des questions, hein? Ça dépendra, mais ce sera difficile, hein, ça dépend. Peut-être, peut-être pas, peut-être, peut-être pas. À quoi ça t'intéresse que ce soit vous ayez le même? Il n'y a aucun intérêt. Si vous avez le même, vous allez vous échanger les informations, hein. Donc faites très attention à ce que vous allez recevoir. OK? L'idée, c'est que vous avez le questionnaire. Une fois que vous cliquez, pap, le compteur commence à compter. Le compteur compte 4 minutes. Au-delà de 4 minutes, il se ferme automatiquement. Si vous n'avez pas répondu, ben, forcément, vous allez répondre au fur et à mesure, hein. Si vous n'avez pas répondu, je crois qu'il va enregistrer tout ce que vous avez fait, de toute façon. Donc, débrouillez-vous pour être dans les temps. Oui, discussion avec moi, Hamoud, en fait, c'est... il peut arriver que je décide de poser une question. C'est-à-dire que de passer par un QCM, je dis, voilà, j'ai 5 questions dans une boîte. Je vous affiche 5 questions à l'écran sous forme de chiffres. Vous ne voyez pas les questions. Alors, je demande dans l'assemblée, quels sont ceux qui veulent tenter de répondre à ces questions. Cette question vaut 6 points. En fait, une question bien répondue vaut 6 points. Alors, à ce moment, vous proposez et moi, je choisirai. D'accord? Ou je demande avant. Je choisis 2, 3 étudiants et qui vont répondre à la question. J'ouvre le micro. Ils découvrent la question après avoir choisi le numéro, un peu comme un jeu, et ils répondent à la question qui concerne le cours, hein, le cours qui est passé précédemment. Donc, il faut connaître son cours. Si c'est OK pour moi, ou à peu près OK, je peux encore dire OK, comme cette question valait 6 questions, je t'en donne 4. Et si c'est totalement faux, je t'en donne moins. OK? Si, Elliot, parce que les 9 modules, les 45 questions d'office sont accès à tout le monde. Ça, c'est des questions supplémentaires. C'est bien que je précise. Les 45 questions d'office, tout le monde va les avoir sous forme de QCM. Maintenant, les questions de discussion, c'est des questions supplémentaires. D'accord? Qui rentrent toujours dans vos points. Mais à ce moment, pour booster et pour vraiment identifier ceux qui étudient le cours. OK? Parce que ceux-là, ils iront là-bas maximiser. Parce que ceux-là, ils n'auront pas peur d'aller affronter ces questions. Mais ceux qui jouent sur le piocher, piocher, piocher dans le QCM et piocher, 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 et boum, parce qu'il y en a toujours des chanceux, voilà, ceux-là, malheureusement, ils seront limités. D'accord? L'objectif du test, c'est d'encourager ceux qui étudient le cours. Voilà l'objectif. D'accord? Mais si c'est faux, on a moins 6. Oui, si c'est faux, tu as moins 6. Si c'est très faux, tu as moins 6. Ça veut dire si ce que tu dis n'a même pas de sens, j'ai l'impression que tu es venu juste parce qu'il fallait venir, je te donne moins 6. Carrément. Non, pas moins 6, la moitié, puisque je prends la moitié, moins 3. Donc, on peut avoir, OK, on peut avoir 6 points bonus à l'examen en répondant correctement à une question ouverte. Non, on ne se comprend pas. Martin, tu dois comprendre que quand je dis 6 points, c'est-à-dire si je te donne une question, je te dis cette question, c'est l'équivalent de 6 questions, si c'était un QCM. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Une question orale, ça peut être l'équivalent de 6 questions, ça peut être l'équivalent de 4 questions. C'est moi qui décide ce jour-là. D'accord? À ce moment, si tu te mets à répondre à la question et que tu réponds bien, j'ai l'impression que tu as bien compris, ben je te donne l'équivalent de 6 bonnes questions en QCM. Donc, tu as 6 questions de juste qui rentrent dans ton panier. Puisque tu as un panier que j'établis au fur et à mesure. Tu as 6 questions qui rentrent dans ton panier. Comme ça, en plus. Donc, si tu avais déjà 2 bonnes questions, ben, ça se rajoute à ça, ça te fait 8 questions. Parce que je me suis rendu compte que, voilà, tu es quand même quelqu'un qui étudie, qui est au taquet, mais le QCM ne te favorise pas parce qu'il y a la pression, il y a le timing, il y a tout ça, parce que ça c'est clair, le QCM n'est pas évident, parce que c'est une question, 8 réponses, hein, les QCM que je vous donne. Ce n'est pas une question, 4 réponses ou 3 réponses, une question, 8 réponses. D'accord? Donc vous vous imaginez.
Donc, il faut connaître. Soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de « je vais aller regarder » et vous n'avez pas le temps. Si vous faites ça, vous n'allez même pas répondre à 2 questions. Vous aurez une bonne réponse, d'accord, mais 2 mauvaises réponses. Ça vous fait 0 de toute façon. D'accord? Donc, soit vous prenez la peine de vous préparer, vous dites, voilà, il y aura un QCM, j'essaie de regarder, j'essaie de pas. Et vous venez jouer le jeu, c'est un jeu. Puis des cas, vous avez 0, donc vous ne perdez rien. Ça va? C'est clair pour tout le monde, ça? Je crois qu'il y avait une question concernant un étudiant m'a demandé si j'avais... Oui, par exemple, ici, vous avez les résultats de l'année passée. Vous avez les résultats de ceux qui ont participé l'année passée. Vous voyez en rouge, l'étudiant n'a pas participé. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a même jamais participé. En vert, le minimum n'a pas été atteint. Ça veut dire qu'il a participé, mais il n'y en avait pas assez. Il a participé peut-être l'année passée, je crois qu'il y avait, que 7 QCM, hein, je crois. Il n'y avait que 7 modules, pardon. 7 modules et je demandais de participer à 4. Il y en a qui n'ont même pas pu participer à 4. Il y en a qui avaient 1 point, demi-point, mais voilà, je mets absent. Absent, ça veut dire que tu as quand même participé à 1, 2, mais pas assez. Donc, voilà ceux qui ont eu des points l'année passée. D'accord? Parce qu'ils ont joué le jeu. Donc, vous voyez que c'est possible. Ça va? Donc, si vous vous y mettez sérieusement, c'est possible. Donc, ne dites pas que ce n'est pas possible. C'est possible. Ça va? Donc, ce n'est pas le cul, ce n'est pas un jeu où une personne, 2 personnes au grand max aura. Non. Vous pouvez tous avoir des bonus si vous jouez le jeu. Mais si je vois des petits malins, ça, je vous mets 0. Je vous mets moins 45 questions une fois et je vous demande de ne plus participer. Donc, ça ne sert à rien. Donc, n'essayez pas de jouer au malin. Si j'ai cette impression sur vous, on reprend à 45 questions et en plus, on réussit bien à une question. Répondre à 45 questions, tu as 2 points et demi. Répondre à 45 questions bonus, ça, c'est des situations quand même qui seront difficiles. Hein? Des situations qui seront quand même difficiles. Edouard, c'est quoi jouer au malin? Jouer au malin, par exemple, c'est, je vous dis par exemple de cliquer, en fait, de ne participer que si vous voulez participer. Par exemple, vous commencez à cliquer, vous cliquez sur le test et vous me dites, par exemple, votre ordinateur s'est planté. Je ne vais pas mettre à réfléchir si ça s'est planté ou pas planté. Moi, je vous vois avoir commencé à participer et brusquement, vous vous êtes arrêté. Moi, j'aurais l'impression que vous avez voulu participer et vous avez changé d'avis quand vous avez vu les questions, par exemple. Ou que vous participez pour 2 personnes. Et ça ne m'arrange pas du tout. Quand je vois des choses comme ça m'énerve. Arrangez-vous pour que ce soit correct. OK? Bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je crois que c'est clair pour tout le monde. Donc, on va finaliser rapidement ici avec tout ce qui est lecture, hein, tout ce qui est document. Tout ce que je vais vous montrer dans le cadre de ce cours, en fait, sont dans ces documents. Vous avez l'électrotechnique de Wildy, hein, qui est complet, assez basique pour vous aider à bien comprendre. Ça, vous trouvez facilement. Il y en a à la bibliothèque. Vous avez ce document aussi dont je me suis inspiré pour faire une partie du cours. Tout ce qui est schématique industriel et vous avez le règlement général des installations électriques où il y a énormément de normes et autres, d'accord? Où une bonne partie de tout ce qui concerne la partie installation électrique sont régis, d'accord? Vous pouvez télécharger ça sur ce site-ci, hein, le règlement général sur les installations électriques. C'est un document quand même qui est intéressant d'avoir même pour vous. Vous êtes des futurs ingénieurs parce que c'est là où on vous dit, voilà, si vous voulez installer une prise, il faut mettre du 2.5. Si vous voulez installer ça, il faut mettre ça. Si vous voulez installer ça, il faut mettre ça. OK? Très bien. Très bien. Merci. Vous allez remarquer sur les slides que le plus souvent, à la fin des slides, vous avez une image. Hein. Quand je mets une image comme ça, c'est que le slide est terminé. Tout ce qui est mis après, le slide, c'est des annexes.
OK? Tout ce qui est mis encore après, c'est des annexes, des éléments que j'avais préparés, mais au final, j'ai décidé de, 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 de les retirer, en fait, hein, puisque ça faisait trop long. Bien.